quoi, merci encore aux organisateurs de cette réunion sur de l'Asie, hein, ce 8e congrès, vraiment un très bon congrès sur le plan scientifique, sur le plan organisationnel, avec toute la spécialité vraiment qu'on connaît du Maroc. Évidemment, c'est avec toujours un grand plaisir qu'on vient vous voir et qu'on vient également parler de Covid. C'est-à-dire on parlait tout à l'heure de Covid, mais parler vraiment de déficit immunitaire primitif. Vous savez, dans un contexte assez particulier, Covid nous a empêchés de nous voir il n'y a pas longtemps. Et je crois que maintenant, physiquement, on s'est vu, c'est très intéressant pour tout ça. Et c'est toujours un grand plaisir. Et vous savez bien qu'en Afrique, hein, notre gros problème, c'est que quand vous parlez d'immunodéficience, alors les gens pensent au sida, au VIH, c'est tout. Ben, si vous parlez d'immunodéficience primitive, les gens vous disent, ouais, c'est quoi cette histoire? Vous voyez, hein, c'est toujours comme cela. Et donc, il y a une incompréhension, il y a un manque de connaissances, il y a plusieurs choses. Il faut dire qu'il y a plusieurs voies différentes. Par exemple, il y a l'Afrique du Nord, hein, comme on dit, le Maghreb, qui est très en avance, qui est très proche de l'Europe et qui ont eu des possibilités de pouvoir faire des diagnostics très rapidement. Et l'Afrique du Sud aussi, qui a aussi des moyens aussi, parce qu'évidemment, c'est une grande nation qui a beaucoup plus de possibilités pour diagnostiquer. Et nous autres, l'Afrique qui est au milieu, au sud du Sahara, mais qui a beaucoup de soucis pour arriver donc à diagnostiquer. Heureusement, il y a eu quelques cas qui font que vraiment on est plus ou moins d'accord maintenant. C'est pourquoi d'ailleurs souvent, alors il y a des points techniques. Hein. Alors, mais en Afrique, quand même, il y a un volet très important, c'est que malgré le fait qu'il y ait une prévalence assez importante du VIH, le VIH est en train de diminuer fortement. Et ça c'est très, très intéressant, important. Voilà. Alors, encore une fois, justement, en Afrique, on sait de plus en plus quand même, les gens commencent à s'intéresser aux déficits immunitaires primitifs. Mais ce sont souvent les personnes qui travaillent dans les centres de VIH qui ont alerté un peu. Mais comme je disais tout à l'heure, le VIH, hein, mais si vous voyez dans le monde, hein, j'ai mis comme ça parce que je voulais juste qu'on montre un peu la particularité de ce VIH, mais chez l'enfant surtout, parce que quand on pense aux immunodéficiences, on pense surtout à l'enfant d'abord, avant de penser, parce que c'est un déficit congénital. Vous voyez, on est encore à 1,7 million personnes, enfants qui sont encore infectés dans le monde. Et vous voyez, hein, c'est quand même important. Si on regarde le nombre de personnes qu'on retrouve qui sont infectées en Afrique, vous allez voir que la majorité de ces personnes-là viennent de l'Afrique. Et évidemment, en Afrique subsaharienne, c'est environ 12% de ce qui est infecté dans le monde. Et c'est quand même très important. Et ce qu'on a noté, le nombre de nouveaux cas a beaucoup diminué. Et surtout, c'est surtout dû au fait qu'avec l'introduction du traitement. Mais on passe vraiment de 2 millions environ de personnes infectées en 2016 à 1,7 million maintenant. Mais c'est encore beaucoup. Hein. C'est encore beaucoup. Et vous allez voir, mais quelle est la place des immunodéficiences primitives dans tout cela? Mais ce qui est le plus intéressant, en tout cas, c'est qu'il y a une forte réduction progressivement de cas de mortalité reliés à cela. Mais également, l'autre également volet important, c'est que l'OMS a beaucoup travaillé là-dessus. A changé le slogan, a dit que maintenant, on va traiter. Mieux vaut traiter très rapidement. Il faut dépister très rapidement. Mais il faut aussi se dire que la plupart des nouveaux cas d'infection, c'est encore en Afrique. Ça également, vraiment, c'est encore terrible. Il y a du travail à faire à ce niveau-là par rapport aux Africains. Mais les buts, les goals, comme on dit, sont très importants. Il faut dépister 95%, il faut les traiter, il faut voir la charge virale de ces personnes-là. Et ça, c'est encore... Et là, les gens veulent avoir la fin de l'épidémie en 2030. Ben, on est quoi? Ben, on est en 2024. C'est dans 6 ans. Oh, je me dis, mais attends, comment est-ce qu'on va y arriver?
Mais je crois que ce n'est pas impossible, en tout cas. Mais le premier point, le plus important, peut-être le point, c'est le premier goal, c'est le test sérologique. Faire un screening moléculaire, peut-être pourquoi pas, quand c'est positif, aller vers la PCR, ou bien chez des enfants, faire une PCR, on va aller vers une... Vous voyez, ce premier point est fondamental. Parce que si vous avez un laboratoire qui travaille très bien dans ce niveau-là, mais quand vous avez une suspicion et que l'enfant arrive, et que ce premier point-là, vous le dépistez, vous pouvez avoir une chance extraordinaire pratiquement d'avoir un cas. Maintenant, mais les personnes qui échappent cette partie-là, ce screening-là, on peut les retrouver au niveau des centres de soins, certainement, du VIH. Et ça, pratiquement, c'est quelque chose qui arrive. Et quand les personnes arrivent, ils arrivent souvent avec bien sûr, avec un tableau clinique assez connu, hein, une toux, une perte de poids, une fièvre, une diarrhée. Si vous venez en consultation pédiatrique, vous allez voir vous-même en Afrique. Avec tous ces symptômes-là qu'on voit un peu dans le cas du VIH, au tout début, hein, on voit pas grand-chose. Des fois, peut être asymptomatique pendant plus de 5 ans. Ensuite, un retard de croissance. Et surtout, les infections à pneumocystis, pneumonia. Mais également, dans les tout débuts, hein, vraiment, je crois qu'il y a les candidoses orales qui sont très, très, très bien, qui sont des maux de tête, des fièvres. Je ne peux pas un peu tout cela, des diarrhées qui reviennent. Et là, mais souvent, on s'est rendu compte que dans ces cas-là, dans le cas du VIH, on a beaucoup d'infections qui sont autour. C'est vraiment l'un des éléments les plus importants dans le cas du VIH, avec toutes ces infections-là qui sont autour, que ce soit l'œsophagite candidase, que ce soit l'infection à toxoplasma gondii. Et je l'ai remis même ici. Par exemple, moi je me rappelle bien quand je travaillais au début sur cela, les gens pensaient beaucoup aux infections chroniques, les entérites chroniques provoquées par le Clostridium, etc. Mais la progression vers le sida est très très connue aussi, avec un weakness, donc avec une fièvre, une fatigue, un sarcome de Kaposi aussi qui peut s'installer. Mais c'est très connu, classiquement, évidemment, avec le taux de CD4 qui diminue, vraiment, on voit tout de suite que les infections vont apparaître, la tuberculose, l'herpès, pratiquement, le toxoplasme, les infections à coccyx, etc. Donc, vous voyez, tout ceci est très, 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 très bien documenté dans le cas du VIH. Mais est-ce que ces aspects-là, pratiquement tous ces symptômes-là peuvent s'associer avec un test VIH négatif? Des fois, pratiquement, ça ne peut pas. Il ne faut pas dire que tous ceux qui arrivent là-bas, qui ont cela, mais ils sont forcément VIH. À un moment donné, quand l'épidémie était là, quand c'était très, très, très important, mais les gens pensaient que tout était sida. Ce n'est pas vrai. Quand le test devient négatif, il faut quand même maintenant que les gens pensent de plus en plus. Donc, les gens pensent de plus en plus donc, aux immunodéficiences. Donc, ils peuvent être référés dans une clinique d'immunodéficience primitive. C'est là également où c'est important parce qu'il faut voir aussi que les personnes atteintes de primary immunodéficiency est un véritable casse-tête, comme on dit. On ne les connaît pas bien. 80% ne sont pas bien diagnostiqués, donc les gens, ce n'est pas le problème particulièrement. Donc, la majorité des cas donc, ont des infections cliniques qui sont là, qui ressemblent beaucoup à celles du VIH. Il faut également dire qu'on peut suspecter des infections surtout récurrentes de la même façon que dans le VIH. Donc, vous voyez, la susceptibilité aux infections est toujours demandée ici. Mais moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'il y a plusieurs modèles que les gens ont proposés. Par exemple, le modèle du Maroc. Mais à chaque fois, vous regardez, pour les 10 commandements, toujours c'est la même chose qui revient. On dit, le VIH, dans un cas de VIH négatif d'abord. Vous voyez, ensuite, on dit, écoute, des pneumonies qui reviennent. Vous voyez, toujours les infections qui sont là. Donc, les infections sont vraiment l'une des bases, pratiquement, de tout cela. Et ça ressemble beaucoup. Et on reprend, pratiquement, c'est quasi la même chose avec le JP modèle. Également, on sait bien qu'également, on peut baser ces inborn error immunity avec l'apparition des différents gènes.
oui, finalement, l'infectiologie va jouer un rôle. Donc, une infection est very similar, est très, ressemble beaucoup à ce qui est notifié dans le VIH. Mais il y a autre chose de plus qu'on a souvent rencontré dans les cas de déficit immunitaire primitif. Il n'y a pas que les infections. Il y a autre chose, hein. Il y a l'inflammation qui est assez importante. Il y a l'auto-immunité qui est là. Il y a des allergies sévères. Il y a un cancer qui peut se... Vous voyez, il y a énormément d'autres additionnels. Donc, cela veut dire que peut-être ce n'est pas seulement en avec le VIH, mais le VIH également, on peut avoir tout cela. Mais j'aime bien ce tableau, c'est cette figure-là, puisque cette figure-là vous montre un peu que, vous voyez, à gauche, on a les infections. Mais dans le cadre, s'il y a pratiquement des infections qui sont bien là, qui sont assez bien documentées, et souvent dans le cas de SCID, dans le cas de SCID, et c'est bien documenté que les infections sont vraiment l'une des principales. Mais dans le cas de SCID, par exemple, ce qui est minimal, c'est l'auto-immunité, que vous voyez très peu. Mais par exemple, vous voyez les autres, hein, les AP7, par exemple, il y a l'auto-immunité qui est très bien documentée à gauche, par rapport aux infections. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, le VIH, c'est beaucoup plus les infections, certainement. C'est ça. Mais si vous prenez pratiquement certains cas de PID, c'est beaucoup plus autre chose, pratiquement l'auto-immunité, d'autres affections qui sont là pour certains cas. Vraiment, c'est graduel ici. Hein, ça diminue pour certains cas. Et pour d'autres, ça augmente très fortement. L'auto-immunité également est très bien sûr, finalement. Et ce qui est également intéressant aussi, c'est de voir aussi, c'est qu'on a eu quand même des cas de personnes qui ont également à la fois le VIH et à la fois le primary immunodeficiency. Ici, je donne ici le cas donc d'une personne donc qui a donc le CVID, pratiquement avec une coexistence de two distinct immunodeficiency syndromes, avec un déficit en IgA, un déficit en IgG, associé encore au VIH. Ouais. Donc, on peut avoir également des cas de personnes atteintes de VIH, mais aussi qui ont également atteint d'immunodéficience. Mais le traitement aussi va jouer aussi un rôle très important. Parce que dans le cas de traitement du VIH, par exemple, le traitement des infections, c'est quasi la même chose. Quasi, il y a une grande ressemblance. La prophylaxie par la vaccination, on a vu hier, la vaccination des personnes qui sont immunodéficientes. On n'oublie pas les immunodéficiences primaires. Avec le VIH, ça va se superposer. Mais l'antibiothérapie, par exemple, le traitement antirétroviral va être différent. Évidemment, les patients atteints de déficit immunitaire primitif ne reçoivent pas des ARV, tout à fait. Par exemple, le traitement également, certaines immunoglobulines, le remplacement, la transplantation, la greffe et tout ça, souvent, c'est spécifique au PID, mais ce n'est pas spécifique au VIH. Quoique, il y a des patients VIH qui ont eu des bone marrow transplantation avec un déficit en récepteur du CCR5. Mais pour la coexistence des deux, bien sûr, il faut combiner les deux types de traitements. Mais dans tous les cas de figure, pratiquement, une bonne clinique HIV peut vraiment aider énormément pour le traitement des PID. Mais également, on termine également sur... Je pose tout le temps cette question-là. Est-ce que le système de soins des VIH, avec tout le système qu'on a, peut assister Oui, absolument. Je suis vraiment affirmatif. Pourquoi? Je donne pratiquement cet exemple-là. Si professeur Bosfira et tout le groupe de ASID sont venus à Dakar, mais ils sont venus également directement au niveau de là où on gère les patients qui sont infectés par le VIH. C'était surtout ça. Moi, je les ai reçus ici. Regardez, ici, pratiquement, c'est au niveau de la pédiatrie. La première fois, quand ils sont pas de déficit primitif, on a pensé au VIH. Au laboratoire, ils sont venus nous voir, laboratoire d'immunologie et de biologie moléculaire, c'est nous du VIH. Évidemment, on a tout de suite travaillé pour les déficits primitifs. Tout de suite. Donc, on l'a assisté. Donc, tout ce qui est VIH a été reporté pour le déficit primitif. Donc, évidemment, hier, j'ai été très content de visiter vos laboratoires ici. Et c'est pourquoi j'ai mis ces diapositives-là. C'est ça c'est vous, hein. C'est hier que j'ai pris ça. J'ai eu le temps de visiter, mais c'est exactement, on a eu la même chose, exactement. Donc, on a eu des laboratoires dédiés pour le VIH et qui ont permis vraiment de pouvoir assister pratiquement à des déficit primitifs. Mais quelque chose quand même qui a attiré mon attention, c'est avec les CD4. Vous savez bien qu'avant, dans le VIH, les gens
quantifier le taux de CD4 pour voir un peu son évolution. Mais maintenant, on ne fait plus ça. Et donc, tous les outils de CD4 pouvaient être utilisés pour le déficit immunitaire primitif. Vous voyez, hein, et ça, je vous assure qu'en Afrique, tous les études de CD4 ne travaillent presque plus. Et ça, vraiment, c'est du gâchis. Mais bien sûr, pour la PC et tout ça, oui, mais ça continue à être très intéressant. Aujourd'hui, vous allez voir, hein, si vous venez dans un laboratoire qui font le séquençage au niveau, qui font donc la recherche donc, de mutations après traitement ARV, dans les primary mutations, si on regarde pratiquement la phylogénie, pour voir un peu l'évolution du VIH et tout cela, c'est exactement les mêmes outils qui sont utilisés pour les PID. Les mêmes outils peuvent être utilisés donc pour aller chercher des mutations qu'on ne recherche pas dans le cas du VIH. Hier, on vient beaucoup discuter avec beaucoup de gens ici. Le NGS est devenu de plus en plus utilisé. Les gens y pensent de plus en plus parce que ça va régler beaucoup de problèmes. Et c'est déjà utilisé dans le cas du VIH. Donc, c'est une continuité. Et je crois que c'est vraiment l'avenir. L'avenir, c'est vraiment que tous les outils qui sont maintenant, qui sont prédisposés, qui sont là pour le VIH, puissent être utilisés pour les déficits immunitaires primitifs. Et vraiment, c'est là pratiquement où on ne doit pas recommencer. On ne doit pas tout recommencer. Il faut qu'il y ait une continuité entre les deux, évidemment, et qu'on sensibilise un peu tout le monde à aller dans ce sens-là. Mais pour conclure sur ça, je n'ai que 15 minutes. Je crois que j'ai dépassé les 15 minutes. Voilà. Donc, vraiment, pour conclure par rapport à ça, moi, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que, évidemment, le VIH est en train de diminuer fortement dans le monde. Et ça, vraiment, il faut se féliciter de que les gens ont beaucoup travaillé dans ce domaine-là depuis plusieurs années. Et le but de 95, 95, 85, pour évidemment qu'on n'en parle plus, j'ai mis 2023, c'est 2030, et vraiment c'est quelque chose de très rare. Les infections sont très fréquentes dans le cas de VIH, et c'est assez similaire pour les déficits primitifs. Le traitement de ces infections, c'est assez quasi identique, mais il y a d'autres choses pratiquement qui ne sont pas les mêmes, qui sont également les mêmes, c'est pratiquement la vaccination, je ne l'ai pas mis ici. Le traitement antirétroviral est très spécifique au VIH, mais il y a des traitements spécifiques pour les déficits immunitaires primitifs qui n'ont rien, qui ne sont pas utilisés dans le VIH. Exceptionnellement, par exemple, l'immunoglobine de remplacement, donc la transplante, etc., etc. Mais ce qui a attiré le plus mon attention, c'est que vraiment, c'est le diagnostic, les outils de diagnostic qui sont utilisés dans le cas du VIH sont superposables à ce qui est utilisé pratiquement dans le cas des déficits immunitaires primitifs. Et ça va même plus loin, parce que dans le cas des déficits immunitaires primitifs, on parlait jusqu'à identifier les différents gènes, les différentes mutations de ces gènes-là. Ce qu'on peut retrouver, hein, on a dans le VIH, mais dans le VIH, c'est beaucoup plus, ça concerne surtout un virus qui est en train de muter, de changer, etc., etc. Alors qu'ici, ce n'est pas un virus qu'on recherche, c'est vraiment des mutations qu'on a inborn error, comme on dit, et puis le diagnostic, donc avec tous ces... Alors, donc finalement, je pense que vraiment, tout ce qui est facilités qu'on a pour le VIH peuvent bien aider pour démarrer vraiment et le traitement et le suivi des personnes qui sont atteintes d'une déficience primitive. Donc, vraiment, je tiens à remercier tout le monde de m'avoir permis de parler de ce topic qui est très difficile. Mais vraiment, j'espère avoir répondu à votre attente. Merci beaucoup.